c'est un espadon voilier, un des poissons les plus rapides au monde. C'est très rare d'en voir en chasse sous-marine, mais ça, on y revient tout de suite. En bref, je me suis mis au blue water. C'est une pratique de la chasse sous-marine qui consiste à pêcher des gros pélagiques au large, en pleine eau, avec des gros fusils 400 d'eau pas souvent très maillants. Souvent, on pêche des maïmaï. C'est un petit peu le niveau 1 du poisson pélagique. Enfin ça, c'est quand ils sont à distance pour étirer parce que c'est pas toujours le cas. Sinon, on trouve aussi des wahoo, un tasar bodybuildé très long et très puissant qui va super vite une fois que tu l'attires. Mais tout ça, tu le sais déjà si tu as vu ma dernière vidéo, alors pense à t'abonner et si ça te plaît, mets un pouce bleu. Aujourd'hui, on va parler blue water et comment j'ai fait pour amener ce beau maïmaï. Bien que ce soit un petit peu le niveau 1 du poisson pélagique, tu verras que c'est pas toujours facile à piquer. Même si ça reste toujours beaucoup plus simple que de flécher un thon. Eux, pour le coup, ils se laissent vraiment pas faire. Pourtant, c'est pas ça qui manque au DCP. Plusieurs fois, je suis tombé sur de grands bancs sans jamais pouvoir les flécher. Mais avant de se jeter dans le grand bleu avec les thons, il va falloir qu'on fasse un détour par les bases de la chasse sous-marine. En Nouvelle-Calédonie, c'est la pleine saison des tasars. C'est une excellente façon de remplir sa glacière et en plus, c'est une porte d'entrée pour le blue water. Ça se devine au sifflement du moulinet. Bien sûr, le tasar ça se pêche en lagon, mais aussi au tombant extérieur. Sauf qu'au tombant extérieur, il n'y a pas que des tasars. Plus exceptionnellement, tu peux tomber sur un espadon voilier, et là, vaut mieux être prêt et équipé. Malheureusement, pour moi, c'était pas le cas. D'après certains pêcheurs, cette occasion se produit une fois tous les 10 ans, donc autant te dire que j'ai laissé passer ma chance pour les 40 prochaines années. Ça, on y reviendra plus tard. Mais ne t'inquiète pas, si jamais tu commences la chasse sous-marine, tu as encore pas mal de temps, parce que cette action n'est pas prête de t'arriver. Et oui, le fait est qu'on ne commence pas par le blue water, on y vient après de longues années dans le lagon. Pourquoi le lagon? Eh bien parce que je connais peu de gens qui auraient les couilles de se jeter dans le grand bleu, juste comme ça, sans expérience et pas le masque du bas. Non, le lagon pour commencer, c'est l'idéal. Tu retrouves toutes les profondeurs, de beaux fonds et beaucoup de poissons, donc potentiellement beaucoup d'action. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ça ne t'empêche même pas de ramener de gros poissons à la chair succulente. Encore faut-il pouvoir les approcher, les piquer et les ramener. Sans parler des requins, ou plutôt des requinous ici. Bien sûr qu'ils sont un facteur à prendre en compte si tu veux avoir une chance de ramener ton poisson et accessoirement ne pas te faire croquer le mollet. Il va falloir vite s'habituer à leur contact. Ensuite, place à la technique. Il s'agit là d'utiliser la bonne technique sur le bon poisson au bon moment. Moi, je chasse les mécois, poisson réputé comme étant le poisson des champions. Il peut te demander d'aller profond, mais surtout de rester longtemps au fond, donc avoir une grande apnée. Et enfin, vient le moment du tir. Une poignée ferme, et faut pas être bigleux. Dans le meilleur des cas, tu peux sécher ton poisson, mais bon, ici c'est pas le cas. Celui-ci s'est emmêlé au fond et ça m'a demandé 15 minutes pour sortir, donc pas l'idéal. C'est quoi avec Paul et Dylan? J'en fais peut-être des caisses, mais globalement, avec le mécois, quand t'as capté le truc, t'as capté le truc. Et donc, 3 fois sur 4, t'arrives à en sortir un, si les conditions sont réunies. À savoir ne pas être excité ni par le requin, ni par le poisson. Avoir un matériel correct, et la technique adaptée. Bien sûr, il y a toujours une part de chance, et faut compter sur le fait que le poisson soit un petit peu curieux. Et enfin, faut être patient et attendre quelques secondes. Bien sûr, dans le lagon et en bordure de passe, il n'y a pas que des mécois. On retrouve aussi des perroquets qui sont pas toujours évidents à piquer. Rien à voir avec le mécois, mais ça reste quand même une cible de choix. D'ailleurs, la technique pour les tirer n'est pas la même. Eux, on les fait à la coulée et ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait pour piquer des tasars. Super prédateur qui a tout d'un pélagique, mais qui n'en est pas, puisqu'on le retrouve dans le lagon et sur récif extérieur. En chasse, le tasar peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 90 km/h. Alors, autant te dire que si tu ne le tires pas correctement, il va te vider ton moulinet. Ce n'est pas le seul poisson du lagon qui s'apparente à un pélagique. Dans la même catégorie, tu peux retrouver les carangues de manière générale. C'est un poisson gros et puissant, qui tire fort si tu ne l'as pas séché. Et enfin, chasser en lagon, ça va te permettre de reconnaître les espèces qui se mangent et celles qui ne se mangent pas. Ce qui est protégé et ce qui ne l'est pas. Revenons un peu sur le sujet des tasars. Comme tu l'as deviné, c'est un poisson qui se tire entre deux eaux. Éventuellement, tu peux être amené à le tirer à la gâchon, mais souvent tu devras te décoller du sol pour aller le chercher. Quant au fait de le tirer sans moulinet, eh bien ça se tente. Mais ça reste risqué parce que c'est un poisson puissant qui peut très bien partir avec ton fusil si tu ne le tiens pas fermement. Pour couronner le tout, je dirais que c'est un poisson assez curieux et donc plutôt stupide. Finalement, assez facile à tirer. Enfin, ça, c'est quand tu le rates pas 2 fois de suite. Je rajouterais aussi que le tasar c'est un poisson qui aime traîner en bord. Donc, quand t'es avec ton binôme, il y en a souvent pour tout le monde. Je te ferai aussi remarquer que leur chair est relativement fragile, tout comme son homologue pélagique d'ailleurs, le wahoo. Ce qui m'amène très souvent à devoir doubler mon tasar. On pourrait croire que c'est facile vu comme ça, mais en réalité c'est le plus compliqué. Il n'est pas rare que sous la pression, le tasar il donne un grand coup de queue pour s'échapper. Ici, il est profond et sur le point de se déchirer, et moi, à bout de souffle, j'ai décidé de lui lâcher ça dans les filets. Pas terrible certes, mais ça me permet au moins de le remonter à bord. Une fois que tout ça c'est bien acquis, on passe sur le récif extérieur. En gros, c'est à peu près la même chose, avec en plus la gestion des flashers et plus de requins.
Une fois que tout ça c'est du solide, la glacière bien remplie, eh bien on peut songer à passer en blue water. Mais avant ça, je veux te montrer quelque chose avec ce Tazar. La meilleure façon de tuer un poisson, c'est de lui mettre ça dans la tête, à la base de la colonne ou dans la colonne. Tu sais que c'est bon quand tu le vois se dandiner de cette façon. A l'inverse de ce que tu as pu voir avec les Tazars, eh bien le blue water c'est pas du tout le même rythme. Et je comprends mieux certains potes qui me disaient que j'allais surtout me toucher les couilles. Aussi, un des grands principes, c'est de toujours sauter à l'eau avec le fusil armé. On va dire que si t'as 2 passages en 1 heure, bah c'est une bonne journée. Donc qu'est-ce qu'on fait le reste du temps? Eh ben on attend, on vérifie que les flotlines ne s'en mêlent pas, on branle les flashers, on garde son fusil, sa montre pour savoir quelle heure il est. Surtout on lutte pour ne pas choper la gerbe. Sans repère dans le grand bleu, c'est vite fait. Sinon on se met à appâter en espérant que quelque chose monte, du style un thon. Donc on se met à gratter une pauvre carcasse de Tazar qui traînait dans le bateau. Et le reste du temps, bah on se touche les couilles. Et quand enfin quelque chose se pointe, bah généralement c'est un requin. Au bout d'1 heure et demie, 2 heures, éventuellement tu en as marre, du coup tu retournes au récif pour essayer de péter un Tazar, qui, au bout de 15 minutes, te fait l'honneur de se présenter, si tu as de la chance. Et là encore une fois, tu le vois éventuellement assez tôt, tu prends ton apnée, tu descends sur lui, tu te laisses couler, te prépares pour le tir, et tu le rates lamentablement. Mais bon, je ne t'ai pas menti sur ma miniature, et tout ça c'était bien avant de connaître Paul-Émile. Ouais. Pourtant, si tu suis mes vidéos, tu sais que ce n'est pas faute d'avoir essayé. En ce qui concerne Paul-Émile, je ne sais toujours pas si c'est de la chance ou du talent. D'ailleurs, tu te rappelles quand je te disais qu'il fallait toujours plonger avec son fusil armé? Voilà pourquoi. Et alors que je me jette pour la première fois à l'eau à ses côtés, mon fusil n'est pas armé, et je regarde les thons me passer juste sous les pieds. Je ne le sais pas encore, mais dans ces conditions, les thons c'est vraiment le genre d'animal à passer une fois, et après, une fois qu'ils sont passés, bah ils sont passés, et tu peux plus rien y faire. Quand enfin je parviens à armer à peu près mon fusil, bah forcément ils sont plus là. Je prends le temps de finir d'armer, je prends une grande apnée, je descends et j'essaye de les approcher, mais à ce moment-là, j'ai l'impression de ne plus avoir du tout d'air et mon cœur bat au rythme d'un cheval au galop. Tu te rappelles quand je te disais qu'il ne fallait pas être excité par un poisson ou par un requin? Et ben là, c'est exactement ce qui m'arrive et je ne suis absolument pas apte à aller piquer un thon. En même temps, il est 6h du mat et je m'attendais absolument pas à ça. Alors bien sûr, bon pêcheur que je suis, j'ai tout fait pour essayer de les faire revenir, y compris beurler pendant une demi-heure, mais rien ne s'est présenté, jusqu'à ce que j'aperçoive de petits points bleus remonter du fond. À cet instant précis, je me demande si je vais toujours faire mon maï-maï ou si l'action vient juste de me passer sous le nez. Paul-Émile vient de tirer son maï et le banc semble s'en aller.
vais pas te mentir, je suis super content d'avoir tiré ce Mai. Mais, de 1, je me suis pris le fusil dans la gueule, et de 2, j'ai un nouvel objectif. Le Mai, mais version mâle. Cette espèce a un dimorphisme sexuel qui fait que les mâles ont une énorme bosse alors que les femelles ne l'ont pas. Bosse au niveau de la tête, pas ailleurs. Et on peut très nettement voir sur cette photo que je tiens entre mes mains un Mai femelle. Donc mon objectif maintenant, c'est de faire un mâle. Mais pour l'heure, on est en pleine saison des tasards. Alors c'est le moment idéal pour remplir son congélateur de sashimi sur nageoire. Parce que je ne sais pas te raconter quoi d'autre sur les tasards à part le fait que ce soit de la chair à canon, ou plutôt à flèche et que ça se burle super bien, et bien on va parler des Mai, pendant que j'abrase des tasards. Bon, alors pour faire simple, les Mai mâles, ils ont une énorme bosse au-dessus de la tête, alors que les femelles n'en ont pas. Ils peuvent mesurer plus de 2 mètres de long pour un poids total de 45 kg, et nager à plus de 90 km/h pour fondre sur leur proie. On les trouve généralement entre la surface et 85 mètres de fond. Ils se nourrissent de poissons et de mollusques qu'ils trouvent dans le Grand Bleu. Mais le gros atout de cette espèce, c'est qu'elle atteint sa maturité sexuelle entre 3 et 5 mois, soit entre 50 et 60 cm. C'est extrêmement rapide pour un poisson. Son espérance de vie quant à elle semble être de seulement 4 ans. Enfin après, ça moi j'en sais trop rien, c'est Wikipédia qui le dit. Bon, revenons à nos tasards. Durant la saison, il y en a parfois tellement que tu as à peine le temps de recharger entre 2 tirs. Dans ces conditions, c'est sûr qu'il faut être plutôt réactif. Mais attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Sinon tu vas devoir faire comme moi et aller doubler tes tasards constamment. Et tout à coup, comme si le Grand Bleu me rappelait à lui, on voit des tons jaunes passer à la pointe. Changement d'ambiance net, je sors le gros gun et je fais exactement la même chose. Si je m'attarde à piquer des tasards au 400 dos, ce n'est pas pour rien. J'apprends à gérer le recul et je teste tout mon setup de floatline. Bon, globalement, ça fonctionne bien, le seul truc chiant, c'est que ça fait des nœuds. Et voilà mes 2 plus belles prises de la journée, dont une avec le gros gun. Le lendemain, je me pointe au DCP et voilà que je tombe nez à nez avec un Mai mâle. Mais atteint du Blue Water Syndrome, je le tire environ 4 km trop loin. Alors pour passer la frustration, on retourne au récif et je me venge sur les Rainbow Runners, coureurs arc-en-ciel en français. Ça tombe très bien de tomber sur un banc massif comme ça, ils sont moins craintifs et ça change du tasard. Pour moi, sa chair est encore un cran au-dessus. Délicieux en sashimi et encore meilleur en sushi. Certes, ça demande un petit peu de préparation, mais ça vaut vraiment le coup, sa chair est superbe. Regarde-moi ça si ça donne pas la dalle. D'ailleurs, heureusement qu'ils étaient là ce jour-là, puisqu'après, j'ai raté littéralement tous mes tasards. Tantôt, je gère mal le recul et je me prends le fusil dans la gueule, le tasard s'échappe. Tantôt, j'attends super longtemps et finalement, je décide de le tirer, mais je suis beaucoup trop loin. Et si c'est pas ça, bah c'est simple, c'est un mix des deux. Ici, je m'apprête à tirer un très gros tasard, mais je sais pas pourquoi je le regarde trop. Je tire, je me prends le fusil dans la gueule, mais il est touché. Il commence à partir avec les bouées, ma floatline se tend, et tout à coup, les bouées remontent, la floatline devient molle, et je comprends qu'il vient de se décrocher. Mais comme dit le dicton, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et pendant que je suis trop occupé à rater mes tasards, Chris, mon binôme, n'en manque pas une miette. Alors je le regarde faire, avec mon fusil dans une main et la flèche dans l'autre. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Enfin, alors que je n'y croyais plus, un tasard me donne un dernier duel. Fuck all the pictures, dimensions, I don't what you digits, I mean it, I'm staying inside. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through. Bon, je pense que les tasards ont pris assez cher dans cette vidéo, alors maintenant on retourne au DCP et on va soulever du Mai. D'ailleurs ça tombe bien parce que devine quoi, aujourd'hui ils sont déchaînés. Ma caméra a à peine le temps de s'allumer avant que je les tire. Ah oui, et si tu ne sais pas pourquoi on te demande d'avoir une distance de minimum 50 mètres avec le DCP, eh bien voilà pourquoi. Mai
Et voilà, c'est exactement dans ce genre de situation qu'on peut péter un DCP. Moi ça va, ici c'est un maï-maï, je suis plongeur donc j'ai le temps de le démêler tranquillement. Mais si ça avait été un wahoo ou un thon, ça aurait pu bien mal se passer, que ce soit pour mon matériel ou pour le DCP. Bien sûr, c'est la même histoire quand tu croches un poito ou un leurre dedans. Et voilà le premier maï femelle de la journée dans le bateau. Le DCP n'étant pas abîmé, je peux tranquillement continuer ma pêche. Encore une fois, le maï-maï sort de nulle part et j'ai à peine le temps d'allumer la caméra. Mais le job est fait, elle est fléchée. Hop là, petit coup de pêche au maï-maï avec Steven. Il voulait voir des maï-maï, bah voilà. Je sais ce que tu te dis. Et le mahi-mahi mal dans tout ça? Eh bien, tout vient à point qui sait attendre. J'en ai un juste en face de moi et il m'arrive droit dessus. Mais un peu juste sur mon apnée, je tire beaucoup trop tôt et je manque le tir. Alors je préviens mon binôme Brad, qui lui non plus n'en a jamais fait. Mais sans m'attendre à ce que le maï-maï fasse demi-tour et vienne droit sur lui. Alors, impuissant, je regarde Brad faire sa besogne. Et c'est exactement de cette façon que se conclut ma première rencontre avec un mahi-mahi mâle. Je le rate et mon binôme le shoot. Bien joué Brad. Alors bien entendu, je suis super content pour lui, mais au fond de moi, j'ai un petit peu le seum. Ce n'est pas comme si ça allait s'arrêter là, le même jour, on voit un wahoo, et bien sûr, le wahoo décide de se diriger vers Brad, qui n'a pas forcément le bon matériel pour en piquer un. Le Rifle Euro 110, c'est assez limité, y a qu'à voir la gueule de son mouline. Très bien tiré mais avec trop peu de pénétration, le wahoo lui prend 20 mètres et se décroche. Bon, faut dire que moi aussi, je suis pas très doué, j'aurais pu avoir mon heure de gloire avec ces petits tons jaunes, mais visiblement, je sais vraiment pas y faire et je n'arrive pas à approcher. J'ai quand même tenté le tir pour être sûr de moi, mais ça l'a pas fait. D'ailleurs, en parlant de thon jaune, j'en ai vu pas mal dans les sessions d'après. Toujours avec le même résultat. C'est des poissons extrêmement fuyants qui se méfient beaucoup. Alors autant te dire que là, à deux, on n'était pas près de le faire. Bon, clairement cette action n'était pas pour moi, mais pas de jaloux, on a tous eu notre chance. Et chacun notre tour, on a pu se faire narguer par ces magnifiques thons jaunes. J'ai même eu l'honneur de pouvoir descendre sur le plus gros, qui est resté à un bon 10 mètres. 10 mètres de moi, hein, donc environ 30 mètres. Puis un beau jour, je plonge au DCP et je n'ai pas à attendre longtemps avant qu'un gros mahi-mahi mâle se pointe. Je descends, je me mets sous l'eau et je le vois tourner autour des flasheurs, alors j'essaie de m'approcher doucement. La vidéo aurait très bien pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur la dernière sortie que j'ai faite. Ouais. Une journée classique commence, je me pointe au DCP avec mon nouveau pote Florent, qui lui n'a jamais fait de Blue Water. L'occasion rêvée pour lui d'essayer. Au DCP, on parvient à voir 2 maï-maï, mais malheureusement ils sont trop distants et pas moyen de tirer. Et comme je te l'ai dit, en Blue Water, sans repère, on a vite fait de choper la gerbe. Flo vomit 2 fois dans l'eau, et dans ces conditions, on n'insiste pas. Il finira son petit déjeuner juste au bord du bateau. En attendant, nous on s'est rabattu sur le tombant extérieur pour essayer de taper du poisson. Et puisque je suis sur tombant extérieur, logiquement je prends mon Rifle Euro 120, double sando qui correspond parfaitement à mon utilisation en général dans cette zone. Puisqu'à cet endroit, je chasse des mécois et des tasards. Quand tout à coup je vois une grosse tache noire en face de moi, et là, au lieu d'allumer ma caméra, je l'éteins. Pour te rejouer la scène plus grande que nature, j'ai fait un Photoshop. Je plonge sur cette grosse tache noire quand tout à coup, je vois que c'est un putain de voilier. Et juste derrière lui, je vois qu'il est suivi par 2 autres voiliers. Alors bien sûr, je m'approche au plus près et je tire. Ma flèche le frôle et ils disparaissent exactement comme ils sont arrivés.
Après avoir pété un câble pendant 5 minutes, j'arrive enfin à me remettre dans ma pêche en me disant on retourne au même endroit et je vais faire un agachon pour voir si je trouve pas un mécois. J'avais complètement renoncé à trouver un autre voilier ce jour-là. Quand tout à coup, la bestiole apparaît dans mon champ de vision. J'allume ma caméra, je me décolle du fond, il y a 16 mètres, alors je palme pour essayer de le remonter. Je vois que je suis un petit peu trop loin, je tends mon bras, ça me fait expulser des bulles, mais malgré tous mes efforts, je n'y arrive pas. Alors je n'ai plus qu'à le regarder disparaître de mon champ de vision, et quand je sors la tête de l'eau, il n'est plus là. On dirait que c'est pas réel. On sait qu'on les a vus, mais là, c'est quand je vais revoir les vidéos, je vais faire. Attends, mais c'est moi qui tiens le fusil là. Et j'ai raté. J'ai raté, c'était nul. Heureusement, la mer est généreuse et j'ai réussi à me refaire pour oublier la frustration. Un beau Rainbow Runner pour finir la journée, ça fait toujours plaisir. Mais avant ça, il va falloir le doubler parce que le gars est particulièrement bien excité et qu'il n'est pas très bien piqué. Flow s'y colle et le job est fait. Tu sais déjà comment je vais cuisiner ce poisson. Même si là je t'avoue que je n'ai pas trop la tête à ça, je pense surtout à tous ces voiliers que j'ai vu passer, et si, je n'arrête pas de ressasser. A vrai dire, je me demande surtout comment se serait passée la rencontre si j'avais été en surface et pas à 16 mètres de fond à ce moment-là.